Bienvenue sur Goldfish, le podcast du content marketing. Super, salut à tout le monde. Ici, c'est Goldfish, c'est la fin de semaine. Je suis avec Grégoire Thomas, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir, Grégoire. Comment ça va ? Écoute, ça va très très bien. Merci à toi de me recevoir en ce merveilleux et radieux vendredi après-midi. Je suis ravi d'être là. Ouais, c'est vrai, ça fait du bien. Là. Il y a un joli soleil qui traverse la fenêtre. Moi, j'ai des bonnes vibes là aujourd'hui et du coup, ça me fait vraiment particulièrement plaisir de te recevoir parce qu'on ne se connaissait pas. Tu es finalement un peu mon premier invité que finalement, je n'avais pas vraiment rencontré dans la vraie vie ou en tout cas, dont je connaissais peu de choses. Mais c'est Alex Chevalier, mon CMO, qui m'a dit mais il faut absolument que tu reçoives Grégoire, c'est un mec génial, il a plein d'histoires à te raconter sur le content marketing, tu étais son ancien boss je crois il y a cela quelques années et je me suis dit mais vas-y banco, vu que je fais ce podcast aussi pour apprendre et découvrir, je me suis dit que c'était une bonne idée, puis en creusant un peu j'ai compris que tu étais vraiment un super bon candidat quoi. J'ai vu ton parcours, je me suis dit putain le mec est vraiment intéressant, et puis voilà, aujourd'hui la boîte dans laquelle tu bosses est assez chouette, il a fait de grandes choses, donc voilà, on va passer une bonne demi-heure ensemble je pense à discuter de tout ça. J'espère que ça vous plaira à tous. Et tu sais, maintenant, j'ai une petite devise, ou en tout cas, j'ai un petit principe de départ que j'aime bien, parce que Goldfish, c'est le poisson rouge, c'est l'attention continue qui est passée sous la barre des 9 secondes. Donc voilà, c'est la coutume. Il faut que tu te présentes, Greg, en moins de 9 secondes. C'est à toi. Let's get ready to rumble! Genre en format tweet, quoi. Vas-y, mais t'as déjà grillé 3 secondes. Allez. Oh merde. 8 secondes, c'est à toi. Ok, alors je présente mon job. Mon job, c'est faire en sorte que le bouche à oreille fonctionne. C'est tenter de créer un lien émotionnel entre une marque et un marché et faire en sorte que des personnes aient envie de travailler avec ton produit ou ton service. Voilà. Canon, trop cool. Et du coup, aujourd'hui, la marque pour laquelle tu fais ça, c'est laquelle ? Et puis, vas-y, raconte-nous un peu ton quotidien. Aujourd'hui, je crois que tu es VP Marketing. Et tu es VP Marketing chez qui ? Vas-y, c'est à toi. Alors, je suis VP Marketing chez Doctrine. Doctrine est un acteur de la Legal Tech, qui est un des secteurs qui est pour le moment un peu moins mature que d'autres, comme la FinTech, comme la MarTech, comme toutes ces solutions où tu sens qu'ils ont déjà été ces secteurs qui ont déjà bien été évangélisés. Nous, notre métier, c'est de rendre le droit plus accessible, plus compréhensible, plus transparent pour l'ensemble des justiciables, pour toi comme moi, si demain t'as affaire à un avocat et t'es patron d'une boîte, donc t'as forcément des sujets de droit social, par exemple. Quand t'es conseillé par ton avocat, t'as envie qu'il ait accès au maximum d'informations pour pouvoir bien te conseiller et te défendre. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de centraliser l'intégralité de l'information juridique pour ensuite lui permettre d'avoir une vision claire de tout ce qui a attrait au dossier du client qu'il est en train de défendre. Ok, canon. Donc ça, c'est Doctrine. Et toi, chez Doctrine, ça consiste en quoi ton job ? Mon job ? Ouais. Mon job en une phrase, faciliter la vie des sales. Yeah, en gros, bien. Donc alignement marketing sales, là, ça on aime bien. Mais ouais, on aime bien un peu. Comment est-ce que tu peux faciliter la vie des sales et les aider à mieux faire leur boulot ? En gros, non. Pour reprendre un peu de distance, je suis le VP marketing et le scope de sujets que je couvre, c'est à la fois la brand, les sujets de product marketing, de positionnement et messaging, et tout ce qui est attrait au performance marketing. C'est-à-dire que une fois qu'on a un positionnement, une fois qu'on a des contenus, comment est-ce qu'on va s'en servir pour générer des leads, générer des opportunités, générer du business et faciliter la vie des sales. Ok, très chouette. Et donc là, de ce que tu me dis, en fait, c'est bien, c'était ma prochaine question. Tu as directement lié content marketing finalement au marketing. Mais donc, si on devait aller justement droit dans le sujet, je sais que sur Goldfish, le content marketing, moi, je m'amuse à le traiter de plein de façons. On a invité des réalisateurs, des gourous de la Silicon Valley comme Aaron Roth ou récemment le directeur du développement de Sopress. Mais là, vraiment, on en revient aux bases du content marketing. C'est vraiment pour ça que ça me faisait plaisir de t'accueillir aussi. Tu dirais aujourd'hui que le content marketing, il répond à quels objectifs chez vous ? Tu as parlé de lead et de conversion. Donc là, forcément, tu es en train d'orienter très sales. Et tu peux étayer un peu plus ce que tu m'as dit là, mais ça a l'air très clair. Il y a aussi des objectifs d'engagement, de notoriété, où finalement, c'était très focus conversion, lead gen, business. Disons que, tu l'as dit toi-même, quoi, le content, c'est quelque chose qui peut recouvrir 1 milliard de réalités, quoi. Et en fonction de la personne à laquelle tu parles et des différentes personnes que tu as eues sur ton podcast, je suis sûr que personne n'a la même définition, quoi. Ça pourrait être un article de blog, comme ça pourrait être un podcast, comme ça pourrait être
l'EP que tu es en train de sortir, un film, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, faut être effectivement capable de relier ça à ce que sont des objectifs et des objectifs business. Moi, ce dont j'essaie de me prévenir, c'est l'énergie et la créativité dont tu peux faire preuve qui fait que tu commences à dire tiens, je vais faire quelque chose parce que c'est quelque chose de cool, parce que j'y crois et parce que ça me plaît de le faire. Et en faisant ça, de t'éloigner de ce qui va vraiment faire une différence pour toi et ton business. Donc, chez Doctrine, en tout cas, tous les efforts de contenu qu'on fait sont très faits sur mesure en fonction de points de friction qu'on a identifiés le long d'un cycle de vente ou d'un funnel utilisateur. Donc, tu vois, ça va aller de si tu reprends tout ton haut de funnel, c'est qu'est-ce qui va générer via l'awareness du trafic, du lead, de la conversion, et ensuite en fonction de ce que tu comprends être le besoin de ton utilisateur, qu'est-ce que tu vas mettre en face de lui comme contenu pour l'aider à passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça peut être accepter qu'un sales lui parle. Ça peut être accepter un devis qu'on lui a envoyé. Ça peut être juste utiliser une fonctionnalité qu'il n'a pas encore utilisée. C'est vraiment essayer de se baser sur ce qu'est l'intention et l'usage qu'un utilisateur fait de ton offre de service ou de ton produit pour l'emmener là où toi, tu estimes qu'il faut qu'il aille pour que ça ait un intérêt pour ton business. Et tu dirais aujourd'hui que vous avez des cibles différentes. Tu parles d'un côté peut-être directement aux avocats qui ont besoin de cette bibliothèque de contenu super enrichie, ça leur fait gagner du temps, etc. Et de l'autre côté, si j'ai bien compris, il y a des personnes, des particuliers qui viennent directement prendre la documentation. Et du coup, comment est-ce que tu fais dans la bonne capacité que vous avez là à adresser ces deux cibles-là qui sont quand même super différentes? J'imagine que c'est des contenus différents aussi là que tu places. En fait, faut quand même que je te révèle peut-être le plus grand secret de Doctrine, c'est que le contenu qu'on a, c'est pas du contenu qu'on crée. Ouais. On a la chance, nous, d'être dans une situation dans laquelle on agrège du contenu qui est créé tous les jours par toutes les juridictions de France, par tous les professionnels du droit. Et on parle de centaines de milliers, de millions de nouveaux contenus qui sortent tous les ans. Ouais. C'est colossal. Donc, nous, même si on a un rôle dans un premier temps d'agrégateur, ça veut dire que on est capable de générer beaucoup de trafic, beaucoup d'audience. Par exemple, aujourd'hui, Doctrine, c'est plus d'1 million de visites mensuelles. Mais au sein de ce trafic-là, il n'y a que 2 personas, si on doit les résumer à ça, qui vont nous intéresser d'un point de vue business. C'est les avocats et les juristes. Ouais, ok, bien sûr. Et les avocats et juristes, ça va représenter. Pourquoi? Parce qu'ils s'abonnent en fait beaucoup. Parce que c'est exactement. C'est eux qui vont avoir besoin non pas du contenu qu'on a indexé, mais de la technologie qui leur permet derrière de trouver le bon contenu. Ouais, c'est eux qui sont prêts à payer pour cette technologie-là. Ouais. Exactement. Le business model, il repose pas juste sur le contenu, il repose sur toute la technologie qu'on a développée qui permet d'apporter une plus-value, une vraie plus-value aux professionnels du droit. Donc, tu vois, c'est un peu comme, je vais te donner un exemple, si on doit faire un parallèle, c'est comme si Doctrine, tu mixais la puissance de recherche de Google et l'intelligence de recommandation de Spotify. Pas. Ouais. Ah ouais, puissant, le truc puissant. Ouais, ça marche. Doctrine a super bonne réputation, la marque est puissante, mon avocat s'en sert, tu vois, donc je pars du principe que c'est un bon produit parce que j'ai un super avocat. Mais non, c'est cool, je capte. Et du coup, ce qui m'a frappé, et là pour le coup, pour en revenir à Alexis, on en parlait beaucoup à l'époque, c'est votre web-série, cette web-série, je le jure, qui je sais pas si c'est ton bébé, tu vas nous raconter si c'est un travail collectif ou pas, mais c'est un truc qui a bien marché. Enfin, quand je dis bien marché, je crois qu'il y a eu un bon paquet de centaines de milliers de vues sur cette web-série. Mais vas-y, pour ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que tu peux nous la présenter et nous dire à nouveau à quel objectif elle répondait et concrètement, est-ce que ça l'a fait? Ouais, très clair. Alors, en fait, c'est un concept hyper simple, je le jure. Rien que dans le titre, je le jure, c'est le serment que l'avocat, c'est les phrases que l'avocat prête au moment où il prête serment. Je connais pas la phrase entière, mais elle est assez lourde de sens et de signification, quoi. Donc, on trouvait que c'était un titre qui était assez parlant et le concept est hyper simple. C'est un portrait d'avocat en 2 à 3 minutes. Et en 2 à 3 minutes, il va nous parler de sa vocation, de sa passion, de ses meilleurs souvenirs, de ses plus grandes victoires, de ses pires échecs, et aussi au passage de temps en temps des conseils pour la jeune génération. On a la chance chez Doctrine d'avoir pour clients des gens qui sont des gens passionnés par ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, la plupart des avocats, ils disent
Moi, je sais depuis la tendre enfance que j'ai envie de faire ce métier. Ou alors, je l'ai découvert un peu plus tard, mais le moment où j'ai compris que je voulais être avocat, j'ai compris que je le serais toute ma vie. Parce que c'est des gens qui s'engagent pour des causes qui sont plus grandes qu'eux. Et donc, tu vois, juste se dire, ces gars-là, à qui en plus, nous, quotidiennement, on leur parle, ne serait-ce que pour avoir leur retour sur Doctrine, sur le produit, comment on peut l'améliorer. On leur parle tous les jours. Et ce qu'ils ont à raconter, c'est incroyable. Ce format-là, en fait, cette web-série a pris quelle forme? Il y a combien d'épisodes? Ouais, attends, je vais juste te dire, parce qu'en fait, on a vu l'opportunité. On a vu l'opportunité de se dire, on a face à nous des gens qui ont des histoires incroyables à raconter. Nous, ça nous intéresse. Et si ça nous intéresse, il est aussi probable que ça intéresse beaucoup d'autres personnes. Et les autres personnes, t'as les gens qui n'y connaissent rien au métier, qui ne connaissent rien à la profession, mais tu as aussi tous les autres avocats. C'est une profession où tu as quand même aussi beaucoup d'échanges informels. Tu as toujours celui qui est identifié comme étant le ténor reconnu d'un barreau ou d'un autre, et l'écouter parler, c'est toujours une source d'inspiration. Et donc, on s'est dit, OK, on a des personnes qui ont des choses à raconter. On a un marché qui a envie de les écouter. Comment est-ce qu'on peut créer une mécanique de contenu qui nous permette d'occuper le terrain, d'avoir de la présence, de la récurrence, de la fréquence et de sortir des épisodes de manière très régulière. Et on a fait un premier test avec une saison 1, c'était fin 2019, où on a juste sorti 5 épisodes. Et on a sorti 5 épisodes au début, franchement, juste parce que le format nous est kiffé. On s'est dit, putain, on va faire un truc incroyable. On a pris un plaisir monstre à le faire. Et on s'est dit, on va le diffuser, on va voir ce que ça donne. Et sur la mécanique de diffusion, on avait pensé ça comme une série Netflix. C'est-à-dire qu'on avait un micro-site. On avait fait toute une phase de teasing en amont. On avait dit, tous les épisodes, on les met en ligne tel jour, telle heure. Et vous pouvez les binge-watcher directement. Et ensuite, on les repostait, on faisait de la promotion sur les réseaux sociaux. Et en l'espace de 4 semaines, on a fait 400 000 vues. On s'y attendait pas, quoi. Ça a cartonné. On a eu des retours du marché qui nous remerciaient de mettre en lumière ce qui était certaines des personnalités des intervenants qui avaient accepté de se prêter au jeu. Et on s'est dit, waouh, enfin, moi le premier, je m'attendais pas à ce succès-là. Et donc, on s'est dit, en fin d'année dernière, faut qu'on recommence, mais faut qu'on fasse encore mieux. Et là, on est dans la saison 2. On a sorti 16 épisodes à cette saison 2. Un portrait, un épisode, un portrait, une personnalité, une histoire, un épisode par semaine du coup, et on a de quoi sortir des épisodes jusque l'été prochain. Quand tu dis on, c'est qui du coup? C'est l'équipe marketing de Doctrine. Je ne pourrais pas faire ce travail sans eux. Honnêtement, c'est un travail de titan qu'ils ont soulevé. C'est intéressant. En gros, produire ces 16 épisodes, là, c'est une grosse organisation, c'est plusieurs personnes qui bossent dessus. C'est plusieurs personnes qui bossent dessus. C'est un travail en collaboration avec une agence qui nous suit depuis pas mal de temps sur juste la prod de contenu, la prod vidéo, tu vois, tout ce qui est les compétences c'est débile quoi, mais de cadrage, montage, étalonnage, avoir un produit fini qui soit un produit qualitatif, en tout cas au niveau auquel on l'attendait. On n'avait pas les compétences en interne pour le faire, donc on n'allait pas se dire tiens, si on fait ça, on va faire un truc un peu naze. Non, on veut mettre les moyens pour le faire. Et donc en gros, tu as nous ce qu'on fait en interne, c'est tout l'édito, en quelque sorte, identifier les personnes qui seraient des personnes intéressantes à avoir à l'image, travailler avec eux l'histoire, poser les bonnes questions et ensuite travailler avec l'agence pour avoir un produit finalisé qui soit quali, et on réinternalise ensuite toute la distribution. Donc la distribution, ça va être le microsite qu'on a développé pour faire ça, toute la newsletter qui en déroule et la promotion qu'on fait sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un concept qu'on a pensé d'abord pour les réseaux sociaux, parce qu'on sait que c'est ici qu'est une partie de l'audience qu'on a envie d'adresser aujourd'hui. Donc, et donc, tout a été pensé pour ce format. C'est mortel, franchement, bravo pour ça. J'ai regardé quelques vidéos, en effet, c'est super bien foutu. Donc, ça répondait à quel objectif concret pour toi, ça? C'était un moment, au début, la première saison, c'était quoi? C'est de la notoriété? La première saison, c'était vraiment de la noto. Ouais, carrément. Parce que, et on pourra revenir dessus plus dans le détail si tu veux qu'on décompose un peu ce qu'est le funnel marketing de Doctrine, et tu vois pourquoi, en fait, on fait des contenus qui sont pas tellement des contenus
acquise pure, mais vraiment de la réassurance, voire du testimonial. Là, on s'est dit, OK, on est arrivé, Doctrine est arrivé sur un marché où il y avait, tu vois, contrairement à ce qu'on peut voir dans le marketing, par exemple, où tu es tout le temps un peu à l'affût de la dernière tech qui va pouvoir te permettre d'améliorer tes process, faire un nouveau truc que tu n'avais pas réussi à faire. Dans le milieu du droit, c'est quand même un milieu qui est assez conservateur. Ils ont une façon de travailler depuis des années, des décennies, et donc ils sont pas en train de guetter ce qui est la prochaine tech qui va leur permettre de mieux bosser. En revanche, on a réussi à avoir un vrai product channel fit. On parle souvent de product market fit, mais je pense que ce que les gens oublient trop souvent, c'est ton product channel fit. Comment est-ce que les gens vont te trouver, qui a été hyper performant avec le SEO dès le début, mais les gens venaient pour le contenu, la décision de justice dont ils ont besoin pour pouvoir bosser, pas tellement pour le contenant Doctrine. Okay. Et donc ce gap de perception, de compréhension de ce qu'est l'offre produit et de ce qu'est la marque et ce qu'elle représente, c'est ça qu'on a voulu travailler. Et on s'est dit, avec Je le jure, on a une opportunité unique de travailler avec les professionnels qui font autorité sur le marché. On parle de l'IA qui sont vraiment les ténors, quoi. C'est des noms que tu voyais dans la presse. Je pense que ça donnait ça a vachement donné, s'il le fallait, de réassurance aussi sur la marque Doctrine. Elle a été plébiscitée. Puis le fait d'avoir ces pontes de ton et de votre secteur, je pense que ça a été un vrai gage de OK, c'est sérieux leur truc, c'est quali, parce que on peut imaginer comme ça qu'avec toute cette bibliothèque de contenu, tu puisses te questionner sur la qualité de ces contenus. Et est-ce que c'est vraiment de bon niveau derrière? Est-ce que je peux faire confiance à Doctrine? Le fait que tu aies des témoignages comme ça, d'avocats qui font foi sur le marché, je pense que c'est quelque chose que tu cherches, c'est quelque chose que tu cherches toujours en marketing, quel que soit ton secteur d'industrie. C'est quelque chose qu'on a beaucoup bossé ensemble avec Alex quand on était dans notre boîte précédente chez Caméléon. Et on a pris un plaisir monstre. Et Alex faisait un taf de dingue. Je suis ravi que ce soit ton CMO maintenant. Je pense que l'élève a dépassé le maître de loin. Mais tu as ce besoin de mettre en avant ton client aussi. Qui il est, comment est-ce qu'il bosse avec toi, pourquoi est-ce qu'il bosse avec toi, pourquoi est-ce que tu lui apportes de la valeur, parce que c'est ça qui va permettre aussi à d'autres à un moment de s'intéresser à toi, de s'intéresser à ton offre de service et à ton produit, et de se dire est-ce que je me vois bosser avec eux, tu vois, la marque à laquelle je fais face, quelle image elle renvoie de moi en tant que professionnel, en tant qu'utilisateur. C'est sûr. Et c'est ça la finalité de ce qu'on essaye aussi de faire au marketing. Et je te disais au début, moi j'estime que le job est bien fait quand le bouche à oreille est positif. C'est-à-dire que si deux avocats sont dans la même pièce et parlent de Doctrine sans qu'on soit là pour influencer ce qu'ils ont à dire et qu'ils en parlent de manière positive, soit parce qu'il se trouve que la marque est cool. C'est ça ton objectif en fait, c'est que voilà. À un moment en effet, ce bouche à oreille fonctionne et évidemment tu sais que si ça fonctionne, ça va nourrir ton business. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est inquantifiable, tu vois. Donc, tu parlais aussi de qu'est-ce que tu suis comme perf au marketing. Ouais, il y a des trucs qu'on suit qui sont très clairs. Tu parles de Je le jure, on va regarder le nombre de vues, on va regarder potentiellement le nombre de leads qu'on a généré avec, l'influence que ça a eu sur certains deals. Et oui, c'est une campagne qui est hyper rentable et on est ravi que ce soit le cas. Mais c'est surtout les retours auxquels moi je fais le plus attention sur Je le jure, c'est les retours quali du marché. Et je pense que le meilleur gage de valeur que j'ai de cette série, c'est les avocats qui, voyant les épisodes, nous contactent en nous disant « Est-ce que je peux en faire partie ? Est-ce que moi aussi, tu peux m'interviewer, s'il te plaît » Je trouve que ça, c'est incroyable. C'est le Graal, ça doit te faire plaisir. Quand tu as ça, c'est que ton job a bien été fait. Ça, tu arrives à le mesurer ou finalement, ça pas besoin de le mesurer, on sent, c'est devenu organique chez vous L'aspect quali. Ouais, exactement. On a tous ce questionnement-là. Toujours à se dire, OK, nous, pareil, sur les projets qu'on mène aujourd'hui, à la fois pour nous et pour nos clients, donc pour nous chez You Love Words, beaucoup, on travaille énormément la notoriété et la perception de la marque, toujours un peu intangible, mais on voit très bien qu'il est en train de se passer quelque chose et que ça nous revient. Exactement. C'est vrai qu'on aimerait bien arriver à le quantifier quand même un peu plus parce que tout est un peu comme ça, volatile, ou qu'on n'arrive pas vraiment à vraiment mesurer, nous paraît parfois un peu moins puissant, mais je sais que c'est pas le cas. Je sais que c'est pas en fait, moi, il y a deux façons. Je le regarde de deux manières différentes. Il y a les perfs brutes de la campagne qu'on fait, c'est-à-dire que tu vois un épisode de Je le jure, combien de fois il est vu sur quel canal, quel budget promotion j'ai mis derrière. Et potentiellement qui dans ma base l'a vu, a interagi avec, a potentiellement vu d'autres épisodes. Ok, ça je suis cool, je vois, c'est cool, je vois que
que ça plaît, qu'il y a de l'attraction. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie du feedback que je prends qui est celui des commerciaux. Tu vois, quand t'as un sales qui vient me voir en disant putain, je viens de parler à un de mes prospects avec qui j'avais pas réussi à parler depuis 6 mois et il me parle de jeu de jure. Ouais, ok. Tu vois, tu sais que ça a un impact positif et t'as pas envie de te faire chier à dire attends, est-ce que on est dans une logique de first touch ou de last touch ou une attribution en U. Enfin, on s'en fout quoi. C'est juste t'as un truc qui marche, qui est proche de ton marché, auquel les gens adhèrent et ça fait avancer ton business et c'est ça le plus important. Super intéressant. Franchement, tu prêches un convaincu. Et en effet, je pense aussi que la question ne se pose pas, ou en tout cas de vraiment arriver à mesurer ce truc-là, dans le sens où ton business se développe bien. Donc, si tu mettais vraiment d'investissement à gonfler une marque, à la rendre belle, à la présenter au marché, sans que le business, d'une façon ou d'une autre, suive derrière, là, tu pourrais te questionner sur la pertinence de ce qui a été fait. Et quand tu sens que tu es dans la bonne dynamique, comme tu le dis là, ça sert à rien au bout d'un moment de tout mesurer non plus et de se dire qu'il faut absolument aller traquer tous ces retours que tu as eu de tes commerciaux qui disaient qu'ils avaient entendu parler, que leurs clients avaient entendu parler de la web série et que ça avait fonctionné, que ça les avait aidés à acheter ton produit. Bon, ça, au bout d'un moment, tu n'as plus trop besoin de le faire quand tu sens que ça contribue à ton développement. Exactement. Et qu'est-ce qui, dans tout ce que tu as mené là, donc il y a eu Je le jure, j'imagine que tu as mis en place plein d'autres choses. C'est quoi le plus difficile pour toi aujourd'hui? S'il y a encore des choses qui le sont, mais je pense qu'il y en a. C'est plutôt même la règle. Hein, mais c'est quoi qui est dit? Alors, qu'est-ce qui serait une nouvelle difficulté à laquelle tu es confronté là et comment tu es en train d'essayer de la régler, évidemment? Est-ce qu'il y a un truc qui vient en tête? Est-ce que ouais, t'as tout le temps, déjà t'as toujours besoin de rester au plus proche de ce que sont les problématiques de ton funnel. C'est d'une banalité ce que je suis en train de dire, c'est déconcertant quoi. Mais tu vois, pas te laisser happer dans l'enthousiasme que tu peux avoir pour les contenus que tu as réussi à créer. Et ensuite, au bout d'un moment, tu vas avoir des œillères en ayant un biais positif de confirmation de ce que tu fais, c'est cool, juste parce que un de tes potes t'a dit je t'ai vu sur ce podcast et c'est vraiment cool. Mais de bien voir est-ce que ce que je fais, ça sert mon business. Tu vois, là, on vient de parler de Je le jure. Je le jure, c'est une campagne qui cartonne. La saison 1, elle avait fait 400 000 vues. Là, la saison 2, on est à 1 350 000. Donc, on sait qu'on va aller péter les scores. On va péter les 2 millions, c'est certain. C'est colossal. Je pensais pas qu'on allait réussir à faire ça. Mais c'est un concept qui va s'épuiser. Comment est-ce que derrière, tu vas continuer à réussir à générer de l'attraction, réussir à convaincre plus de clients? Et ça, tu vois aussi en fonction de ce qu'est l'évolution de ta pénétration de marché. Il y a quelque chose dont on parle assez peu, je trouve, et qui est pourtant hyper intéressant, c'est que tu le sais forcément, toi, avec le recul d'entrepreneur que tu as sur les 10 dernières années, quand tu parles à tes premiers clients, les mecs, ils viennent pas et ils n'achètent pas pour les mêmes raisons que ceux que tu signes aujourd'hui. Le rationnel d'achat d'un client ou d'un prospect n'est pas le même en fonction de ce qu'est ta pénétration de marché. Au début, tu parles à ce qu'on appelle des innovators, des early adopters, des gens qui sont plus rapidement convaincus par ta proposition de valeur, alors que là où tu vas vraiment observer une courbe de croissance stratosphérique, c'est quand tu vas parler à des segments de marché potentiellement un peu plus gros, mais dont le rationnel d'achat est très différent. Quel type de contenu tu vas devoir créer pour ces gens-là pour réussir à les convaincre? Tu vois, je vais te dire quelque chose, encore une fois, qui est pas propre juste à Doctrine et au marché sur lequel on est, mais si tu parles à du bas de marché, tu vois, ton utilisateur, le décisionnaire est ton utilisateur final. Il va assez rapidement comprendre pourquoi il peut bosser avec toi. Tu vas réussir à le convaincre. Tu parles à une entreprise, je sais pas s'ils font partie de tes clients, mais comme L'Oréal, où tu as, 50 personnes à mettre autour de la table pour réussir à avoir une décision. Le mec, quand il va dire, OK, j'appuie sur le bouton sur un budget potentiellement aussi un peu plus conséquent, je le fais parce que j'ai des garanties que la personne avec laquelle je m'apprête à bosser, non seulement elle répond à mon besoin, elle m'apporte de la valeur, mais en plus, je peux leur faire confiance. Ils sont les leaders de ce qu'ils sont en train de proposer. Ce que tu es en train de dire, finalement, c'est quand tu développes une boîte, évidemment, dès le départ, t'as sorti un produit et une offre qui répondait aux besoins de tes premières cibles. Et plus ta boîte avance, plus tu découvres de nouveaux marchés et des difficultés à bien adresser ce marché. Et donc, il faut toujours, en gros, la principale difficulté que j'entends là, ou en tout cas le principal challenge, le défi, c'est d'arriver à ce que ton produit et ton offre suivent
l'évolution de tes personas et de tes clients. Parce que les besoins de tes gros clients que tu allais chercher au fil des années sont évidemment différents, plus nuancés, plus forts, plus durs, plus exigeants que ceux potentiellement de tes premiers clients. Ouais. Et si tu as ton produit et ton offre, et puis tu as ton positionnement et ton messaging, qui est le miroir et le reflet de ça. À un moment, ton positionnement et la façon dont tu t'adresses au marché doit évoluer pour refléter ce qu'est aussi potentiellement l'évolution de ta cible. On ne parle pas forcément d'un nouveau métier, mais potentiellement d'un nouveau niveau hiérarchique aussi. Ouais, je comprends. Et ça, si tu n'as pas un regard en permanence très critique sur ce que tu fais, où tu en es par rapport à l'évolution de la boîte, tu peux rater le coche. Tu peux continuer à faire des choses pour un marché qui n'est plus à convaincre, par exemple. Hyper intéressant. Dans tout ça, dans tout ce que tu as mis en place là, et d'ailleurs pour répondre à ce défi-là, ça c'est une question qu'aiment bien les marketeurs, mais la batterie d'outils, là, le stack d'outils dans notre jargon que tu utilises aujourd'hui en tant que VP marketing, c'est lequel si tu devais le résumer? Est-ce que tu as des outils? Alors j'imagine que tu as des outils un peu classiques qu'on a plus ou moins tous, mais donc tu peux nous les partager. Est-ce que tu en as un petit un peu magique, un truc un peu secret que tu peux partager à tous ceux qui nous écoutent là et qu'on pourrait tester? Non, je pense que honnêtement, j'ai rien de secret pour la simple et bonne raison que généralement j'écoute les gens qui disent qu'ils ont des trucs secrets et ensuite je vois si je peux les utiliser chez moi. Je sais pas si je fais partie des précurseurs là-dessus, quoi. C'est pour toi, elle est peut-être pour d'autres. Ouais. Non. La stack marketing qu'on utilise, elle est assez classique. T'as l'automation. Par exemple, on est sur HubSpot. Ouais. On fait pas mal de paid. Donc t'as tout ce qui va, toute la suite de paid avec LinkedIn, Facebook, Twitter. Et ensuite, tu me parlais de challenge tout à l'heure. Je pense que le prochain gros défi auquel on fait face, parce qu'on est en train de remonter upmarket et adresser des comptes de plus en plus larges, c'est de déployer un outil de sales engagement. Donc là, on est en train de regarder différents outils, différentes plateformes. C'est le marketing qui prend l'initiative de ce sujet-là parce que c'est un peu l'extension de ce qu'est l'effort de positionnement et de communication que tu as dans ton nurturing ou sur les pages publiques de ton site, mais comment ton sales va réussir à adresser de manière cohérente et consistante ses prospects et faire en sorte que le déploiement de cet outil soit pas genre en gros déployer un bazooka quand tu as juste besoin d'une tapette à mouche pour une équipe commerciale qui chez nous est de l'ordre de 30-35 personnes. Donc ça c'est un très très gros challenge et qui a des grosses dépendances contenu aussi. Alors là le contenu dont on va parler pour le coup c'est moi je le mets dans cette catégorie là, hein, c'est du mailing. Un mail c'est un contenu c'est fait pour convaincre. Donc faut aussi savoir adapter ton contenu à ton offre et à ton canal. Un titre de mail déjà, et on voit quand même très bien encore aujourd'hui à quel point un titre de mail peut faire la diff ou au contraire te desservir. Ouais. Tu disais, tu utilises quoi, enfin, tu explores quoi du coup en termes d'outils sur la partie sales engagement? On parlait là, mais on a regardé Salesloft, Outreach, Lemlist, Apollo, des acteurs qui sont tous technologiquement hyper robustes, mais qui correspondent à différents besoins, différents usages. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de ce qui peut driver une décision d'achat en fonction de ce qu'est l'argent que tu vas investir dessus. C'est vrai que naturellement, tu vois, collectivement, on commence à regarder celui qui est identifié comme étant le leader de ce secteur-là, parce qu'on se dit on sait qu'on est entre de bonnes mains en bossant avec ces gens-là. C'est clair. Non, mais top. Bon, écoute, on a hâte que tu trouves ton outil et que tu nous en parles dans quelques semaines. C'est ça. Je reviens de parler des grosses bananes qu'on a pris. Exactement. Alors, on s'est complètement planté. Il y en aura forcément. D'ailleurs, tiens, à ce sujet-là, ça va être la prochaine question. C'est la minute game over. Du coup, game over, c'est est-ce que tu as un projet éditorial? Donc, tu nous as dit ce qui était difficile pour toi historiquement, mais est-ce que tu as eu un projet, un contenu qui a vraiment foiré alors que tu pensais que ça allait marcher? Et si oui, alors foirer, c'est peut-être fort, hein, mais qu'est-ce qui a pu pas autant fonctionner que ce que tu imaginais, tu vois? Moi, tu vois, ça peut être aussi une association entre un contenu et un channel, justement. Nous, on cherche encore l'équation parfaite sur le paid. On n'a pas encore trouvé l'équation qui fait que on arrive à. Alors, on y arrive bien sur tout ce qui est native ad, on sponsorise des super contenus, ça marche bien. Mais voilà, la partie paid dont tu parlais tout à l'heure sur LinkedIn ou Google Ads, aujourd'hui, on est encore en train d'essayer de la trouver.
On a testé des choses. Mais bon, toi, je sais pas si ça peut être ça une piste ou si tu en as d'autres. Ou... Non, on a fait des trucs, qui ont très bien fonctionné. Bah, justement, avec le paid et le native ads, on pourra en parler aussi si tu veux. Un truc, je pensais vraiment que ça allait marcher et ça a été un four absolu. Quand je suis arrivé chez Doctrine, je suis arrivé avec mon bagage de marketeur qui venait d'une boîte marketing, qui avait l'habitude d'avoir un blog bien fourni avec des articles qui sortaient régulièrement, qui exposaient ce qu'était la proposition de valeur et la problématique à laquelle on essaie de répondre. Je suis arrivé chez Doctrine, je me dis je prends la même recette et j'applique, je vois si ça marche quoi. Et on a commencé à essayer de sortir. Alors déjà, on a sorti un blog qui n'existait pas. On a sorti quelques articles dessus. Les articles étaient cherchés, travaillés, enfin tu vois, on était à peu près sûr de là où on tapait quoi. Et ça n'a pas marché. Mais vraiment, tu vois, je trouve que c'est l'illustration parfaite de c'est pas parce que tu écris quelque chose que tu penses bien que les gens ont quelque chose à foutre quoi. Comment tu l'expliques du coup, c'est que c'était pas tu parlais tout à l'heure peut-être du sujet, on s'est peut-être un peu fait plaisir là-dessus et c'était pas ce que le marché attendait, c'est que c'était ça. Non, je pense que le contenu en soi, il était pas mauvais. C'est le channel qui était pas bon. C'est-à-dire que le blog, le concept de blog pour la profession qu'on adresse, ça marche pas. Pourquoi? Alors c'est une hypothèse, hein. Mais pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont en permanence en train de chercher de l'info, mais de l'info hyper opérationnelle. C'est-à-dire que tu vois, un avocat, ça a pas de temps de tergiverser. Ça a un dossier, ça doit bâtir une stratégie juridique pour un client, ça chercher de la loi, de la jurisprudence, des commentaires, et c'est ça qu'il cherche. Il cherche pas autre chose. J'ai l'impression que c'est le blog, c'est du divertissement, mais ça l'intéresse pas. Exactement. Donc tu vois, si tu essayes d'appâter ton client sur tiens, tu devrais t'intéresser à cette solution ou à ce problème, mais qu'il n'a pas le temps de s'y intéresser et qu'en soi, au fond, il est même pas convaincu qu'il a un problème, ça va pas marcher, quoi. Ouais. Et donc, on a fait ça pendant quelques temps. On a sorti quelques articles. On continue à en sortir de temps en temps parce que ça correspond à un sujet qu'on a envie de traiter et on se dit que ça peut intéresser certaines personnes, mais c'est pas un canal qu'on travaille. Hyper intéressant. Et en fait, je pense que du coup, tout à l'heure, tu disais que la vidéo était un format qui avait bien marché et peut-être que les réseaux sociaux étaient le bon canal de diffusion de ces vidéos-là. Aussi, je pense parce qu'à t'écouter, les avocats passent énormément de temps à lire du contenu rédactionnel. Et que peut-être que leur bouffée d'oxygène aussi, c'est de te dire, tiens, vas-y, je vais consommer du contenu via de la vidéo. C'est pas évident aujourd'hui, évidemment. Mais ouais, je comprends ce que tu dis. Ok. Donc, la découverte, finalement, que le canal du blog, avec des articles bien foutus, était pas super aligné avec l'usage de tes cibles. Non. Okay. Non. Et en fait, on a complètement renversé la vapeur sur mieux se caler sur ce que sont les usages de la plateforme. Je disais tout à l'heure, on a 1 million de visites mensuelles. Tu as pourcentage de ces visites qui se créent un essai gratuit de 7 jours de Doctrine. Et pendant cet essai gratuit, on va commencer à identifier ce que sont leurs parcours, leurs besoins, leurs usages et essayer de les pousser vers la next step, mais dans le produit. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin du blog pour expliquer ce qu'on faisait. On avait besoin de se mettre dans le chemin de ce qu'est l'usage que fait un avocat de notre plateforme pour lui dire, là, tu peux avoir besoin de ça. Là, tu peux avoir besoin de cette fonctionnalité. Là, tu peux avoir besoin de comprendre comment tel client ou tel autre avocat a adressé ce problème spécifique. Ouais. Et en capitalisant sur cette intention et sur cet event, puisque c'est des events, quoi, c'est des data points, on était capable ensuite de le faire rentrer dans un cycle de vente. Ou alors se dire, ce mec, il n'est pas encore suffisamment mature sur l'usage et sur la compréhension de la problématique et de la proposition de valeur pour qu'on lui parle. Ok, hyper intéressant à nouveau. Ok, trop chouette. Allez, on va se parler d'un petit chiffre clé là. On essaie d'être un peu sans langue de bois. Après, tu verras évidemment ce que tu peux nous dire, ce que tu peux pas nous dire. Mais là, c'est la minute golden number. Le golden number, c'est quoi? C'est un chiffre clé que tu auras envie de décortiquer avec nous. Alors, évidemment, on a parlé des 400 000 vues, des plus de 1 million de vues. Bon, tu peux continuer là-dessus si tu veux. Mais si tu en as un autre, ça peut être n'importe quel chiffre. Un chiffre sur la conversion, une date anniversaire, le nombre d'heures passées sur quelque chose. Je sais pas s'il y a un truc qui te vient à l'esprit là. Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais envie de savoir? Moi, je sais pas, le nombre d'heures que tu passes par mois avec ton boss à parler de contenu. Wow. Le nombre de minutes peut-être, le nombre de secondes. Non. Alors est-ce que le contenu aujourd'hui c'est toi qui le portes? Est-ce que ça vient de ton boss aussi? C'est un travail d'équipe. Il y a des idées qui émergent d'une personne ou d'une autre, mais généralement c'est parce que
il y a une discussion qui est menée par rapport à une problématique identifiée et on se dit ah bah tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça? Ah ok, ouais, c'est une opportunité, on va la creuser. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça correspond à ce qu'on est capable de porter aujourd'hui ou pas? On réfléchit beaucoup là-dessus au marketing et à différents niveaux. Tu vois, par exemple, on a beaucoup parlé de SEO depuis tout à l'heure. Donc, est-ce que je parle beaucoup de contenu avec marketing, j'imagine, mais du coup, avec ta direction, je trouve que c'est intéressant parce que je remarque quand même aujourd'hui que le sujet du contenu, c'est un sujet qui, de mon point de vue, est un sujet COMEX, quoi. C'est un sujet... Ouais, j'en parle vachement. J'en parle vachement avec Guillaume, qui est directeur général de Doctrine aujourd'hui, parce que c'est un mec qui est malin et qui sait ce que sont les leviers qu'on peut utiliser et qu'on peut exploiter. Et quand on parle d'une campagne de Je le jure, il est hyper moteur sur le fond et la forme. C'est quelqu'un, je sais que je peux m'appuyer sur son feedback et son feedback très franc pour dire ouais ok ça peut marcher, ça je pense que c'est naze et voilà pourquoi. Là on est en train de réfléchir toute une nouvelle campagne dont là pour le coup je suis hyper fier par avance. Alors là, tu vois, c'est l'exemple typique de est-ce que moi je suis en train de m'emballer sur un truc qui en fait plaira à personne, mais c'est une campagne dans laquelle il a été hyper présent, mais présent à tel point qu'il il en fait partie intégrante, quoi. Il est interviewé, il est face caméra, il s'est impliqué, il a mis de la sueur et du sang dedans aussi, quoi. Donc je pense que, enfin, d'une manière générale, j'ai la chance de toujours avoir bossé dans des boîtes dans lesquelles les patrons voyaient l'intérêt et l'importance du marketing, pas comme un poste de dépense, mais comme un centre de revenus aussi. Et du coup, je m'estime hyper chanceux de pas avoir à faire du lobbying, à militer pour dire je pense que faire ce contenu, ça va faire la différence pour nous aujourd'hui. Les mecs qui sont à l'écoute, ils pensent que c'est cool et ils nous font confiance ensuite pour avancer. Et pour, plus que cool en fait, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment, évidemment là je prêche pour notre paroisse, mais t'étais convaincu aussi, mais je pense que c'est très important que le contenu soit porté par ton boss. Et je pense que Je le jure et le prochain projet qui arrive a fonctionné et fonctionnera aussi parce qu'il a cette conviction-là, qu'il met le moyen à tes côtés pour, et que toi, tu acceptes le challenge à ses côtés. Si tu as quelqu'un qui a cette appétence-là en tant que boss, j'espère que ça t'amène aussi à donner la meilleure version de toi-même là-dessus, quoi. En tout cas, j'en suis sûr. Et ça, c'est vraiment super cool. Ok, non, mais écoute, top, c'est très intéressant. Allez, on va se faire quelques petites dernières questions. Allez, un peu en mode ping-pong, là. Tu prends ta respiration. C'est question pour un content champion. Ça fait des années que vous aviez envie de venir nous voir. Non, absolument c'est faux, pas. d'accord. Tu vois, donc là, tu montes sur le ring et c'est parti. T'es chaud? Vas-y, go. Allez. Si finalement Grégoire aujourd'hui était un contenu, lequel il serait? Donc tu peux être un podcast, tu serais une web-série justement, tu serais je serais une web-série. Je serais un truc que tu peux binge-watcher tout un samedi après-midi pluvieux. Combien d'épisodes, jusqu'à ce que tu pleures. Ok, allez. Ok, bah super. Non, j'adore la web-série aussi et binge-watcher. Ok, top, très bonne réponse. Si toi, tu avais une doctrine, laquelle serait-elle? Donc, je rappelle, une doctrine, pour ceux qui nous écoutent, c'est un ensemble de principes, de pensées qui sont rattachés à un même auteur. Elle n'est pas facile, celle-là. Je t'imagine en train de réfléchir, là. Ouais, du coup, je suis en train de prendre une grosse droite sur le ring, là, parce que je t'avais dit, on se boxe un peu, là. Je sais pas si je réponds tout à fait à ta question, mais je dirais que tout ce que j'essaie de faire, j'essaie de le réfléchir en système. C'est-à-dire que une action one-off où tu vas dépenser de l'énergie juste pour arriver et pondre le truc et te dire ok c'est fini, c'est pas intéressant. C'est comment tu vas pouvoir ensuite capitaliser sur ce travail pour créer un système qui sera durable dans le temps. Tu vois, par exemple, la web-série, c'est un concept qui est mortel parce que tu peux sortir plusieurs épisodes, ça peut durer dans le temps et en plus tu peux capitaliser sur les vues de ta vidéo pour faire du retargeting. C'est débile. Mais ça te permet de pas juste avoir un contenu pour un contenu. C'est un contenu pour différents objectifs et différentes formes. Donc vraiment un principe, voire une doctrine qui est de se dire tout est réfléchi en système. Ouais, c'est ça, réfléchi en système. Ok, non, super cool. Super cool. Bon, alors il faut savoir que Grégoire Thomas, il kiffe le cinéma. Il a étudié le cinéma, c'est ton autre sujet. La plus belle histoire que tu aies vue au cinéma, ou alors que tu aies binge-watché, parce que tu as l'air d'être chaud sur ce sujet-là. Vas-y, t'as le temps de réfléchir un peu. Ce serait quoi? Vu qu'on se parle de narration, quand même, le contenu, c'est
évidemment, c'est susciter de l'émotion. Mm. C'est répondre à un objectif. On en a parlé, on va pas s'en remettre une couche là-dessus. Mais du coup, est-ce que tu as une histoire là qui t'a marqué? Ça peut être une histoire, mais fleur bleue, c'est pas grave. Ça peut être un truc super pointu. T'as un truc qui te vient à l'esprit? Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est pas une fiction, c'est une série Netflix justement que j'ai vue il y a pas longtemps. Attends, ça y est, j'ai trop de trucs qui me viennent à l'esprit là. Attends, faut que j'en isole un. Le dernier truc que j'ai regardé qui m'a marqué, c'est le documentaire Netflix aussi sur la sagesse de la pieuvre. Ah oui. J'ai trouvé que c'était alors j'ai essayé de regarder et puis j'avais mes filles en même temps sur les genoux, donc c'était un peu le bordel. Mais tu vois, ce que j'en ai gardé. Ouais, vas-y, ouais. Ouais, ce que j'en ai gardé, c'est à quel point on vit dans un monde qui va vite, qui va trop vite, et que de temps en temps, ralentir et prendre le temps de voir ce qu'il y a autour de toi, et des trucs aussi clichés que la beauté de la nature et à quel point la nature est bien faite, et ben, ça fait du bien. Ça aide à mettre les choses en perspective. Et après l'année de dingue qu'on vient de vivre, et ben, ça m'a fait un bien fou. Alors, de temps en temps, tu vois, un contenu, c'est aussi quelque chose qui va résonner différemment en fonction de où t'en es dans ta vie. Et au moment où j'ai vu ce truc, ça m'a vraiment marqué. Ouais, ça t'a fait du bien, quoi. Exactement. Peut-être plus qu'une histoire, en tout cas, c'était le message qui sortait de ce format-là, en fait, quoi. C'est exactement. un peu slow de ralentissement. Exactement. Ah ouais, je comprends. Ok, très cool. Et tu te dirais plutôt force tranquille ou force en puissance? Alors, j'ai l'impression à t'écouter que du coup, tu es un peu l'un et l'autre, mais. Bah, je sais pas, pose la question à Alex, tiens, on verra ce qu'il répond. Il a répondu, en fait, franchement, tu viens de me démasquer. On est sur le ring là. On m'a envoyé c'est pas un uppercut, c'était une gentille caresse là, mais en fait, je suis malin aussi, mais il m'a dit, tu vois, Grégoire, c'est une force tranquille. Donc finalement, tu vois, j'étais en train de m'attendre à ce que tu me répondes ça, et j'avais orienté ma question en fonction, mais en fait, quand je t'écoute et avec ce que tu dégages, je dirais que en tout cas, je réponds pour toi là, mais et je dirais que t'es les deux en fait. J'ai l'impression que du coup, il faut de la puissance dans le marketing et dans ce qu'on fait et dans ce que tu fais au quotidien chez Doctrine. Mais on a besoin de tranquillité et je pense que c'est ce qui te caractérise aussi de ce que j'entends. Enfin, je suis pas assez d'accord avec ça, ouais. Du coup, si Alex me répondait, je dirais peut-être tranquille et moi je dirais que t'es les deux en fait. Ouais, bah, je sais pas. Du coup, j'essaie de me mettre à la place de ma femme. Qu'est-ce qu'elle répondrait? Je pense qu'elle dirait que je suis un peu des deux. C'est-à-dire que en tout cas, j'aimerais bien me définir comme ça. Si c'est pas le cas, je vais essayer de m'orienter vers ça. Force tranquille dans le sens où j'essaie de prendre du recul toujours par rapport à une situation pour pas foncer dans le tas. En revanche, au moment où l'opportunité est identifiée et qu'on se dit OK, faut y aller, là, je fonce dans le tas. Ouais, cool. Et si tu devais justement aller accrocher une étoile, là, tu sais que dans notre jargon de marketeur, on utilise beaucoup d'anglicisme. Il y a cette fameuse North Star là. Si toi, donc le North Star, l'étoile du berger, si toi, tu étais une North Star, alors a priori, on va plutôt la ramener à notre sujet du content marketing, mais tu peux répondre perso comme content marketing, mais la North Star que tu serais, ou en tout cas je sais pas, dont tu as envie de parler, c'est laquelle? D'un point de vue business? Ouais, alors commençons par business, que tu souhaites atteindre en fait. L'influence marketing sur le revenu réalisé. Ok, très cool. Et celle que tu suivrais à titre perso, du coup, vu qu'on parlait un peu des deux là. Le battement par minute, justement. Qui soit pas trop élevé. Ouais, c'est ça. Qu'il soit bien à sa place, quoi. Exactement. Ok, bon, très cool. Ok, il me reste une dernière question. T'es prêt? Vas-y. Toi, je te mets le coup final, mais à nouveau, je te veux du bien. Là. Je veux pas du tout. Je veux plutôt que tu nous fasses kiffer là. Mais si tu devais toi aussi dire, je le jure, ce sera en réponse à quelle question? Est-ce que tu as tout donné? Oui, je le jure. Voilà, ça on aime. Super. Bon, franchement, je pouvais pas rêver de meilleurs mots de la fin. Si ça te va, on termine là-dessus. C'était très cool. En tout cas, j'ai vraiment aimé discuter avec toi. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. Franchement, c'est assez cool. Ta web-série, elle défonce. J'ai regardé pas mal d'épisodes. J'ai commencé à binge-watcher. Je me suis presque même inquiété de me dire, waouh, ok, combien tu vas mater de saisons, d'épisodes, je le jure, mais c'est passionnant. Franchement, ce qui me plaît aussi, c'est les orateurs. Enfin, on sait, quoi. Il y a des mecs qui ils y vont cash, quoi. Ils ont tous leur façon de parler qui donnent énormément de sens à leur mots. Leur canal eux-mêmes, et ça, je trouve que c'est assez génial. Et on s'en rend pas compte, mais même si c'est moi qui suis là pour t'en parler aujourd'hui, c'est un taf d'équipe et je pourrais pas suffisamment remercier tout le taf que l'équipe marketing de Doctrine fournit parce que c'est un kiff de bosser avec eux et c'est un plaisir de voir que ce qu'on sort plaît derrière. Franchement, c'est peut-être ça ma plus grande fierté, quoi.
Trop cool, trop cool. Non, franchement, super intéressant. Puis écoute, bientôt, j'espère qu'on verra ta série perso quand tu te seras mis à réaliser des films. Je sais pas si c'est ça ton autre rêve, mais c'est pour le clin d'œil, mais en tout cas, avec plaisir. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez des questions à poser. Si on veut te contacter, on le fait comment? C'est plutôt LinkedIn, Ouais, bah LinkedIn. LinkedIn, super. Tu réponds, tu promets, tu le jures. Ouais, je le jure. Allez, Je jure, je réponds. allez, super. Bah, écoute, merci. Goldfish.